Je m'appelle Léna et j'ai 22 ans. Le jour où j'ai demandé à mes parents s'ils avaient récupéré mes médicaments sur ordonnance, mon père a répondu nonchalamment « On a utilisé cet argent pour acheter le nouveau téléphone de ta sœur à la place. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Ce qui s'est passé ensuite a révélé un secret de famille si dévastateur qu'il allait changer tout ce que je croyais savoir sur les personnes qui étaient censées me protéger. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'adorerais savoir d'où vous venez. Dites-le dans la section des commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton J'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur les familles, la trahison et la force de se choisir soi-même. Les néons du laboratoire de chimie ont commencé à danser devant mes yeux, comme si j'étais sous l'eau. J'ai cligné des yeux avec force, essayant de me concentrer sur le bêcher dans ma main, mais les bords de ma vision sont devenus flous et sombres. Mon partenaire de laboratoire, Marc, disait quelque chose sur les niveaux de pH, mais sa voix semblait provenir du fond d'un long tunnel. Puis mes genoux se sont simplement dérobés. Je me souviens du carrelage froid qui a heurté mes paumes en premier, puis mes genoux. Puis, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée sur le côté avec des gens qui s'attroupaient autour de moi. Marc n'arrêtait pas de répéter mon nom. Léna. Léna, tu m'entends? Et je voulais lui dire oui. Je l'entendais. J'allais bien, j'étais juste fatiguée. Mais ma langue était pâteuse et ma poitrine était serrée et je n'arrivais pas tout à fait à reprendre mon souffle. Quelqu'un a dû appeler la sécurité du campus car la chose suivante dont je me souviens, ce sont des mains qui m'aidaient à m'asseoir, des voix qui demandaient si j'avais besoin d'une ambulance. J'ai réussi à secouer la tête et à croasser que j'allais bien. Juste fatiguée, juste stressée, je n'avais juste pas pris de petit déjeuner. Les excuses habituelles. Mais même en les prononçant, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que ça arrivait devant des témoins. Je me suis traînée au service de santé universitaire cet après-midi-là, principalement parce que Marc avait menacé d'appeler mes parents si je ne le faisais pas. La salle d'attente sentait l'antiseptique et les vieux magazines. J'ai rempli le formulaire d'admission avec des mains tremblantes, cochant non à la plupart des questions, même si j'aurais probablement dû cocher oui pour plusieurs d'entre elles. Le médecin qui m'a reçu était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants qui le sont devenus de moins en moins à mesure qu'il examinait mes constantes vitales. Il a froncé les sourcils en lisant la mesure de ma tension artérielle. Il a froncé les sourcils encore plus en voyant mes chaussettes. Il m'a demandé de suivre son doigt avec mes yeux, de serrer ses mains, de pousser contre ses paumes. « Depuis combien de temps avez-vous des symptômes neurologiques ?» a-t-il demandé, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. J'ai hésité, l'admettre à voix haute, c'était le rendre réel. Je ne sais pas, quelques mois, peut-être plus. Définissez-moi les symptômes. Alors je lui ai parlé des vertiges qui survenaient de nulle part, de la façon dont mes mains s'engourdissaient parfois, comme si je m'étais assise dessus, sauf que ce n'était pas le cas. Des maux de tête qui donnaient l'impression que quelque chose serrait mon crâne de l'intérieur. Des bourdonnements dans mes oreilles qui commençaient à des moments aléatoires et ne s'arrêtaient pas pendant des heures. Il n'a rien écrit de tout cela. Il m'a juste regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. De l'inquiétude peut-être, ou de l'alarme. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» a-t-il demandé doucement. « Parce que mes parents m'auraient dit que je faisais du cinéma. Parce que ma sœur Chloé avait les championnats régionaux, son récital de piano et 1 million d'autres choses qui comptaient plus que mes maux de tête. Parce que dans ma famille, j'avais appris il y a longtemps que mes problèmes étaient toujours, d'une manière ou d'une autre, moins importants que ceux de tout le monde. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste haussé les épaules. Je pensais que ça passerait tout seul. Il a fait des analyses de sang, m'a fait faire une sorte de test de coordination où je devais toucher mon nez puis son doigt encore et encore, à projeter des lumières dans mes yeux jusqu'à ce que je voie des taches. Pendant tout ce temps, son froncement de sourcils n'a fait que s'accentuer. Quand il a eu fini, il a imprimé quelque chose et l'a scellé dans une enveloppe. Ses mains, ai-je remarqué, étaient très stables lorsqu'il me l'a tendu. « Vous devez prendre ces médicaments immédiatement », a-t-il dit. « Pas suggéré, pas recommandé, vous devez. Et vous devez consulter un neurologue dans la semaine. Pas le mois prochain, pas quand vous aurez le temps, dans la semaine. » Mon estomac s'est noué horriblement. « C'est grave ? Assez grave pour que vous ne deviez pas attendre. » Il a soutenu mon regard. « Je le pense vraiment, Léna. Ne remettez pas ça à plus tard. » J'ai pris l'enveloppe avec des doigts engourdis. Elle semblait plus lourde que du papier. J'ai appelé à la maison depuis ma chambre d'étudiante ce soir-là.
assise en tailleur sur mon lit avec l'enveloppe scellée sur ma table de chevet. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, sa voix enjouée et distraite. « Léna, ma chérie, comment vont les cours? »« Maman, je dois te dire quelque chose. » Ma voix est sortie plus tremblante que je ne le voulais. Je suis allée au service de santé aujourd'hui. Le médecin a fait des tests et il est vraiment inquiet. Il m'a donné une ordonnance que je dois faire exécuter tout de suite. Oh ma chérie, c'est juste le stress? Tu as toujours été une grande angoissée. J'ai fermé les yeux. Non, maman, ce n'est pas le stress. Il a dit que j'ai des symptômes neurologiques et que j'ai besoin de médicaments immédiatement et que je dois voir un spécialiste dans la semaine. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan, une émission de télé-réalité que mon père regardait toujours. D'accord, a finalement dit ma mère. On ira chercher l'ordonnance demain. Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi sur tes études, d'accord? Un soulagement m'a envahi. Vraiment? Merci. Le médecin semblait vraiment sérieux à ce sujet. Léna, on s'en occupe. La voix de mon père est passée, légèrement étouffée, comme s'il s'était penché par-dessus l'épaule de ma mère. Ne te stresse pas. On va s'occuper de tout. Toi, concentre-toi sur tes études. Merci, ai-je murmuré. J'avais vraiment peur. Pas besoin d'avoir peur, ma chérie. Nous sommes tes parents. On s'occupera toujours de toi. J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. Ils allaient s'en occuper. Tout allait bien se passer. Je suis rentrée à la maison ce week-end-là, en partie parce que je voulais m'assurer qu'ils avaient récupéré les médicaments et en partie parce que j'avais juste besoin de voir ma famille. La maison était la même que d'habitude. L'érable dans le jardin qui perdait ses feuilles partout. Le pick-up de mon père dans l'allée. La lumière du Porsche qui clignotait parce qu'il disait toujours qu'il allait la réparer, mais ne le faisait jamais. À l'intérieur, j'ai trouvé ma petite sœur Chloé affalée sur le canapé du salon, complètement absorbée par son tout nouvel iPhone. Pas n'importe quel iPhone. Le dernier modèle. Celui qui coûtait plus cher que mes manuels pour tout le semestre. Joli téléphone, ai-je dit en posant mon sac près des escaliers. Chloé a levé les yeux, son visage s'illuminant. N'est-ce pas? Maman et papa m'ont fait la surprise hier. Il a un appareil photo incroyable et je peux monter mes vidéos directement dessus. Léna, ma mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Tu es en avance. Je ne t'attendais pas avant le dîner. Mon père l'a suivie, souriant. Voilà notre étudiante. Comment se passe la fac de chimie? Nous nous sommes tous installés dans le salon et pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté Chloé parler de son projet scolaire à venir. Quelque chose à propos d'une présentation multimédia qui nécessitait un équipement de qualité professionnelle, ce qui justifiait apparemment le nouveau téléphone. Mes parents buvèrent ses paroles, posant des questions, offrant des suggestions, rayonnant de fierté. J'ai attendu une pause dans la conversation. « Hé, alors à propos de mes médicaments. »« Oh, Léna, pas maintenant. » Mon père a agité la main. « Ta sœur nous parle de son projet. Je sais, mais le médecin a dit que c'était urgent. Ma chérie, tu es juste surmenée. » Ma mère m'a tapoté le genou distraitement, son attention toujours portée sur Chloé. « La fac, c'est stressant. Tu dois te détendre davantage. » Chloé m'a lancé un regard. Pas tout à fait suffisant, mais presque. Le regard qui disait « Tu vois, je suis plus importante. » J'avais vu ce regard toute ma vie. J'ai réessayé au dîner. « Avez-vous récupéré mon ordonnance? »« Ta sœur a plus besoin de nous en ce moment, » a dit mon père en passant le saladier. « Elle a cette grosse présentation le mois prochain. » Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, mais le médecin a dit « Les médecins font toujours paraître les choses pires qu'elles ne le sont », m'a interrompu ma mère. « Tu te souviens quand Chloé avait ce rhume et qu'ils ont dit que ça pourrait être une pneumonie? C'était juste un rhume. C'est différent. » Vraiment? Mon père a haussé un sourcil. « Tu as toujours été un peu dramatique avec ta santé, ma chérie. » J'ai posé ma fourchette. Mon appétit avait de toute façon disparu. Cette nuit-là, je me suis réveillée en suffoquant. Ma chambre était sombre, à l'exception du lampadaire qui filtrait à travers les rideaux. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Mes doigts, des deux mains, étaient complètement engourdis, comme s'ils avaient été remplacés par des blocs de bois. J'ai essayé de m'asseoir et la pièce a basculé violemment sur le côté. J'ai cherché ma table de chevet et je l'ai manquée, mes mains engourdies, maladroites et inutiles. J'ai réussi à me redresser par pure volonté. Je suis restée assise là, au bord de mon lit, respirant fort, essayant de ne pas paniquer. C'était pire que dans le labo, pire que tous les épisodes précédents.
J'avais besoin de ce médicament. Ce soir, je suis descendue en titubant, une main sur le mur pour garder l'équilibre. La cuisine était sombre. J'ai allumé la lumière et j'ai immédiatement repéré le comptoir où ma mère posait toujours les sacs de la pharmacie. Rien, juste la boîte du téléphone de Chloé, quelques accessoires qu'elle avait commandés, une pile de courrier, pas de sac de pharmacie, pas de médicaments. J'ai vérifié l'autre comptoir, la table, j'ai même ouvert le frigo au cas où quelqu'un l'aurait mis là par erreur. Rien. Mes mains étaient toujours engourdies. Ma tête commençait à me faire mal. Et à ce moment-là, seule dans la cuisine de mes parents à 2 heures du matin, j'ai eu peur d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas peur de ce qui arrivait à mon corps. Peur que ma propre famille ne se soucie pas assez de moi pour m'aider. J'ai attendu le déjeuner du dimanche pour en parler. Tradition familiale. Tout le monde devait être là. Téléphone rangé, attention concentrée. Ils ne pouvaient pas m'ignorer ou changer de sujet quand nous étions tous assis autour de la table. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Chloé montrait les fonctionnalités de son nouveau téléphone, démontrant la fonction zoom de l'appareil photo sur l'arrangement floral que maman avait placé au centre de la table. Mes parents étaient convenablement émerveillés. J'étais assise tranquillement, mes doigts picotant toujours de cet engourdissement affreux, un vertige menaçant aux confins de ma conscience. J'ai attendu qu'il y ait une accalmie naturelle dans la conversation. Puis j'ai demandé, en gardant ma voix calme et désinvolte. « Avez-vous récupéré mon ordonnance ?» Le médecin a dit que c'était urgent. Mon père n'a même pas levé les yeux de son thé glacé. Il a pris une longue gorgée, a posé le verre avec un léger cliquetis et a dit « Ah, ça! On a utilisé l'argent pour acheter le nouveau téléphone de ta sœur. Elle en avait besoin pour ses cours. Les mots n'ont pas tout à fait leur chemin au début. C'était comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que je venais d'entendre. J'avais du mal comprendre. Il n'aurait pas pu vraiment dire ça. Chloé faisait défiler son téléphone, ne faisant même pas semblant d'avoir l'air coupable. Si quoi que ce soit, elle avait l'air satisfaite, voire vengée. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai posée délicatement comme si je désamorçais une bombe. Mon pouls recommençait à battre la chamade, fort dans mes oreilles. « Vous avez utilisé l'argent des médicaments, » ai-je dit lentement, pour acheter un téléphone. « Léna, ne commence pas. » La voix de ma mère avait cette pointe d'avertissement. Le ton qu'elle utilisait quand elle pensait que j'allais se faire une scène. Commencer quoi? À poser des questions sur des médicaments qu'un médecin a dit que j'avais besoin immédiatement. Le téléphone était important, a dit mon père, rencontrant enfin mes yeux. La présentation de Chloé compte pour 30% de sa note. Elle avait besoin d'un équipement professionnel. Je l'ai regardé. Cet homme qui m'a appris à faire du vélo, qui est venu à mon exposé de sciences en 6e, qui m'appelait sa petite intelligente. Et je ne l'ai pas reconnu du tout. « D'accord », ai-je dit. Ma voix semblait distante, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. « Alors j'imagine que vous n'avez pas lu la mise en garde que le pharmacien a envoyée. » La main de ma mère s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Une mise en garde ?» Sa voix s'est légèrement brisée, juste assez pour que je le remarque. « Quelle mise en garde ?» a demandé mon père, mais son visage était devenu blême. Chloé a soupiré de manière dramatique, posant son téléphone face contre la table. « Léna, ne ramène pas encore tout à toi. J'avais besoin du téléphone pour mon projet. Ce n'est pas comme si tu étais en train de mourir ou quoi que ce soit. » Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Je me suis penchée en avant, j'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai dit très doucement. « Le médecin a dit que le médicament prévient les dommages neurologiques, du genre qui ne disparaissent pas. » Toute couleur a quitté son visage. Même ses lèvres sont devenues pâles. Ma mère a fait ce petit bruit, comme si quelqu'un l'avait frappée à l'estomac. « Léna, tu n'as pas dit que c'était si grave. Je vous ai dit que c'était urgent. Je vous ai dit que le médecin était inquiet. Je vous ai dit que je devais voir un spécialiste dans la semaine. » Ma voix était toujours étrangement calme. Quelle partie de cela ne semblait pas sérieuse? « Eh bien, tu aurais dû être plus claire, » a sèchement répondu mon père, mais ses mains tremblaient. J'ai été claire. Vous avez choisi le téléphone de Chloé plutôt que ma santé. Le visage de Chloé était passé de suffisant à incertain. Elle a pris son téléphone, puis l'a reposé. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle marmonné. Vraiment? Je me suis tournée vers elle. Ou tu t'en fichais, tout simplement? Ce n'est pas juste. Juste? J'ai presque ri, mais c'est sorti bizarrement. Cassant. Tu veux parler de ce qui est juste? Ma mère posait maintenant des questions frénétiquement, les mots se bousculant les uns les autres.
Quand avais-je vu le médecin? Qu'avait-il dit exactement? Pouvions-nous faire exécuter l'ordonnance aujourd'hui? Demain? À quel point était-ce grave, vraiment? Mon père a tenté de se défendre. On pensait que le téléphone était en promotion. On peut prendre tes médicaments la semaine prochaine. Le médecin a dit que plus j'attendais, plus ça empirerait. J'ai repoussé ma chaise, me levant. La pièce a un peu tangué, mais je me suis stabilisée avec les 2 mains sur la table. Il a dit immédiat. Il a dit urgent. Il n'a pas dit quand votre famille aura le temps. Léna, assieds-toi. On va trouver une solution. Non. J'ai attrapé mon sac à main sur le dossier de ma chaise. Non, je ne crois pas. N'ose même pas sortir de cette maison, a aboyé mon père. Je l'ai regardé. Vraiment, je l'ai regardé. Cet homme qui est censé me protéger, qui est censé faire passer mon bien-être avant un téléphone, avant sa fierté, avant tout. S'il m'arrive quelque chose, ai-je dit doucement, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que vous aviez le choix. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Ma mère m'appelait. Mon père se levait, sa chaise raclant bruyamment. Chloé disait quelque chose sur le fait de ne pas être dramatique, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Si je regardais en arrière, je pourrais rester. Et si je restais, je pourrais leur pardonner avant qu'ils ne le méritent. J'ai repris la route vers la fac, les mains agrippées au volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon téléphone vibrait à plusieurs reprises. Maman, papa, même Chloé, je les ai tous ignorés. L'engourdissement de mes doigts se propageait maintenant à mes poignets. Le vertige s'aggravait. Je me suis garée devant la première maison médicale de garde que j'ai pu trouver. La salle d'attente était presque vide un dimanche soir. Je me suis enregistrée auprès d'une réceptionniste qui a à peine levé les yeux de son ordinateur. Puis je me suis assise sur l'une de ces chaises en plastique inconfortables et j'ai essayé de ne pas penser au fait que je venais de quitter ma famille, ou qu'ils avaient choisi un téléphone plutôt que ma santé, ou que cela pourrait être aussi grave que le médecin du campus l'avait laissé entendre. Quand mon nom a finalement été appelé, j'ai suivi l'infirmière avec des jambes qui semblaient être en coton. Ils ont de nouveau pris mes constantes. Tension élevée, rythme cardiaque accéléré, niveau d'oxygène normaux. L'infirmière a noté le tremblement de mes mains lorsque j'ai essayé de signer les formulaires de consentement. Le médecin qui est venu était plus âgé, avec des cheveux argentés et des lunettes posées au bout de son nez. Il a examiné mon dossier sur sa tablette en fronçant les sourcils. « Vous avez vu un médecin du campus la semaine dernière ?» a-t-il demandé. « Oui. Et il vous a prescrit des médicaments que vous n'avez pas encore commencé à prendre. Ma famille devait les récupérer. Ils ne l'ont pas fait. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, n'a rien dit, m'a juste regardé d'une manière qui me faisait me sentir à la fois vue et complètement exposée. « J'ai besoin de ces médicaments, » ai-je dit. Ma voix s'est brisée. J'en ai besoin maintenant. Laissez-moi vous examiner d'abord. L'examen a été plus approfondi que celui du campus. Il a testé mes réflexes, ma coordination, mes réactions, a posé des questions détaillées sur chaque symptôme. Depuis combien de temps? À quelle fréquence? S'était-il aggravé? Quelque chose les déclenchait-il? Quand il a eu fini, il s'est reculé et a croisé les bras. J'aimerais accéder à vos dossiers médicaux précédents. Ai-je votre permission? Bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Je suis plutôt en bonne santé d'habitude. Il a tapoté sur sa tablette pendant plusieurs longues minutes, pendant que j'étais assise là, à me ronger l'ongle du pouce. Puis son froncement de sourcils s'est accentué. « C'est étrange, » a-t-il murmuré. « Quoi? Il manque plusieurs années de données médicales, des dossiers datant de l'époque où vous aviez. » Il a vérifié l'écran. Environ 12 à 16 ans. Il y a un trou. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que vous voulez dire, un trou? Je veux dire que vos dossiers pédiatriques s'arrêtent brusquement à 12 ans, puis ne reprennent pas avant vos 17 ans. 4 ans de rien, il m'a regardé. Savez-vous pourquoi ce serait le cas? Non? Je ne me souviens pas avoir été malade pendant cette période. Je veux dire, j'ai eu les trucs habituels, des rhumes, la grippe, mais rien de grave. Est-ce que quelqu'un a modifié votre dossier médical? La question m'a frappée, comme de l'eau froide. Quoi? Non. Qui ferait ça? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Il m'a montré son écran, bien que je ne puisse pas comprendre la plupart de ce qui y était écrit. Ces journaux d'accès montrent que votre dossier a été ouvert plusieurs fois depuis un compte administratif. Des modifications ont été apportées à votre historique patient. Plus précisément,
Plusieurs codes de diagnostic ont été supprimés. Mon cerveau avait l'impression de court-circuiter. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un supprimerait-il des codes de diagnostic? C'est ce qui m'inquiète. La voix du médecin était douce mais sérieuse. Parfois, les membres de la famille qui ont accès au portail patient font des modifications lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un diagnostic ou lorsqu'ils veulent empêcher que certains traitements soient recommandés. La pièce me semblait soudainement trop petite, trop chaude. Mes parents ne feraient pas ça. Sauf que peut-être qu'ils le feraient. Peut-être qu'ils l'avaient déjà fait. Je voudrais faire des tests plus poussés, a-t-il poursuivi. Et je vais vous orienter vers un neurologue. Cela aurait dû être traité il y a des années. Des années? Ma voix n'était qu'un murmure. Que voulez-vous dire, des années? Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. D'après votre état actuel et la progression des symptômes que vous avez décrits, ce n'est pas quelque chose qui s'est développé au cours des derniers mois. C'est quelque chose qui s'est accumulé depuis un certain temps. Les tests ont duré 2 heures. Prise de sang, un autre examen neurologique, quelque chose appelé un EEG, où ils m'ont collé des électrodes sur la tête et m'ont dit de fermer les yeux. J'étais allongée là, sous les néons, essayant de ne pas penser aux dossiers médicaux manquants, aux fichiers modifiés et à la possibilité que quelqu'un dans ma famille m'ait menti pendant des années. Quand ce fut terminé, le médecin m'a rédigé une ordonnance, la même que celle du médecin du campus, et me l'a tendue avec des instructions très précises. Prenez ceci 2 fois par jour. Ne sautez pas de dose. N'attendez pas. Et consultez ce neurologue. Il m'a tendu une carte de recommandation. Je marque cela comme urgent. Urgent à quel point? Je note sur votre dossier que vous devez être vu dans les 72 heures. S'ils ne peuvent pas vous prendre, appelez-moi directement. Il a écrit son numéro de portable au dos de la carte. Les médecins ne donnent pas leur numéro de portable pour des problèmes mineurs. Je suis sortie de la clinique avec l'ordonnance serrée dans ma main et je l'ai fait exécuter à la pharmacie de garde juste à côté. Je suis restée là, sous les lumières crues, à regarder le pharmacien compter les pilules dans un flacon orange et j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. C'était réel. C'était en train d'arriver. Et pour une raison que je ne comprenais pas encore, quelqu'un avait essayé de me le cacher. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai finalement regardé en attendant mon ordonnance. 17 appels manqués. 32 messages. La plupart venaient de ma mère. S'il te plaît, appelle-nous. On est inquiet. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Ne sois pas fâché. On peut arranger ça. Quelques-uns de mon père. C'est ridicule. Arrête de réagir de manière excessive. Appelle ta mère. Et un de Chloé. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est qu'un téléphone. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment, puis j'ai ouvert un nouveau message à ma mère. Je ne rentre pas à la maison ce soir. Sa réponse a été immédiate. Où es-tu? On doit parler. Je vais chercher mes médicaments. Les médicaments que vous étiez censé aller chercher pour moi. Léna, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler de quelque chose d'important. Mes doigts ont hésité sur le clavier. Quelque chose d'important. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que le fait qu'ils aient de privilégier un téléphone par rapport aux médicaments dont leur fille avait désespérément besoin? Je ne suis pas prête à vous parler. Ai-je tapé en retour? Le texto de mon père est arrivé quelques secondes plus tard. S'il te plaît, n'implique pas des étrangers dans les affaires de famille. Des étrangers? Il voulait dire les médecins, les professionnels de la santé qui prenaient réellement mon état au sérieux. Je n'ai pas répondu à celui-là. J'ai récupéré mes médicaments, j'ai pris la première dose directement à la pharmacie et j'ai conduit jusqu'à la seule personne qui, je pensais, pourrait réellement me dire la vérité. Ma tante Hélène, la sœur aînée de ma mère. Elle vivait à environ 20 minutes de la fac dans une petite maison de plein pied, avec un jardin qui sentait toujours la lavande. Elle a ouvert la porte en peignoir, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer sans un mot. « Je vais faire du thé », a-t-elle dit. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, elle en peignoir, moi toujours dans les vêtements que j'avais portés pour le déjeuner du dimanche, qui semblait maintenant remonter à une éternité. Elle a posé une tasse de camomille devant moi et a attendu. Je lui ai tout raconté. L'évanouissement, le médecin du campus, l'ordonnance que mes parents n'avaient jamais récupérée, la visite à la maison médicale de garde, les dossiers médicaux manquants. Elle n'a pas eu l'air surprise. C'est ça qui m'a frappée. L'absence totale de surprise sur son visage. « Tu savais, » ai-je dit d'un ton plat, « tu savais que quelque chose n'allait pas. » Tante Hélène a entouré sa propre tasse de ses mains et a soupiré. « Je n'étais pas au courant pour les médicaments actuels.
Ta mère ne m'a pas dit grand-chose ces derniers temps, mais elle a fait une pause, semblant lutter avec quelque chose. Léna, il y a des choses sur les finances de ta famille que tu ne sais pas. Quelle chose? Tu te souviens quand Chloé a commencé dans cette académie de musique hors de prix quand elle avait 14 ans? Oui. Maman et papa ont dit que c'était un investissement pour son avenir. Ça l'était, mais cet argent devait venir de quelque part. Tante Hélène m'a regardé fixement. Il venait des économies médicales qu'ils avaient mises de côté pour toi. La tasse a glissé dans mes mains. Du thé s'est renversé sur la table. Quoi? Tu avais des problèmes de santé à l'époque aussi. Tu t'en souviens? Tu avais 13, 14 ans. Tu avais constamment des vertiges. Tes mains s'engourdissaient. Ils t'ont emmené voir des médecins, plusieurs médecins, et il était question de faire des tests approfondis. Des tests coûteux. Des pièces s'assemblèrent dans ma tête, mais elles formaient une image que je ne voulais pas voir. Je ne me souviens de rien de tout ça. Ta mère ne voulait pas que tu t'inquiètes. Elle te disait que c'était juste des douleurs de croissance, juste le stress de l'école. Mais ils savaient, on leur avait dit que tu avais besoin d'un suivi, et ils ont utilisé cet argent pour Chloé à la place. Tante Hélène n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je me suis levée brusquement, ma chaise raclant bruyamment dans la cuisine silencieuse. J'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre et retour. J'ai essayé de respirer à travers l'oppression dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec mon état de santé. Ils ont sacrifié ma santé, ai-je dit doucement, pour sa carrière musicale. Je ne pense pas qu'ils le voyaient de cette façon à l'époque. Je pense qu'ils se sont convaincus que tu allais bien, que les médecins étaient trop prudents, que l'opportunité de Chloé était limitée dans le temps et que tes problèmes de santé pouvaient attendre. Mais ils ne pouvaient pas attendre. Ce médecin aujourd'hui a dit « Ça s'est accumulé pendant des années. » Je sais, ma chérie, je sais. Un souvenir a refait surface, flou et fragmenté. J'avais peut-être 14 ans, allongée dans un lit d'hôpital, les lumières trop vives. Ma mère pleurait. Je me souviens qu'elle a dit quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose sur le fait que je ne pouvais pas savoir quelque chose. Elle ne peut pas savoir. Elle est trop jeune. Qu'est-ce que je ne pouvais pas savoir? Ai-je demandé à voix haute. L'expression de tante Hélène a changé, est devenue méfiante. Que veux-tu dire? Je viens de me souvenir de quelque chose, d'avoir été à l'hôpital. Maman pleurait et elle a dit que je ne pouvais pas savoir quelque chose parce que j'étais trop jeune. De quoi parlait-elle? Ma tante est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était prudente. Tu devrais demander à tes parents à ce sujet. Je te le demande à toi, Léna, s'il te plaît. Je la suppliais maintenant. S'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Qu'est-ce que je ne sais pas? Elle a fermé les yeux brièvement, puis les a rouverts, et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Quand tu avais 14 ans, on t'a diagnostiqué une maladie rare. Je ne me souviens pas du nom exact. Quelque chose de neurologique. Les médecins voulaient commencer le traitement immédiatement. Médicaments, suivi, changement de style de vie. C'était cher à long terme. La cuisine semblait manquer d'air. Et mes parents ont dit non. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps pour y réfléchir, pour obtenir d'autres avis, pour comprendre toutes les options. Sa voix était amère maintenant. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était du temps pour trouver comment payer l'école de musique de Chloé. Et le temps qu'ils prennent cette décision, ils avaient trop honte de te dire la vérité sur la raison pour laquelle ils avaient retardé ton traitement. Alors, ils ont simplement fait comme si ça n'était jamais arrivé. Ils se sont convaincus que tu allais bien, que les symptômes avaient disparu, que les médecins s'étaient trompés, mais je n'allais pas bien. Ma voix s'est brisée. Je ne vais toujours pas bien. Tante Hélène s'est levée et m'a prise dans ses bras. Je me suis laissée m'effondrer contre elle, tremblant de colère, de chagrin et de trahison. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je murmuré contre son épaule. J'ai essayé de parler à ta mère plusieurs fois. Elle disait qu'il s'en occupait, qu'il savait ce qui était le mieux pour toi. Elle s'est reculée, les mains sur mes épaules. Je suis désolée. J'aurais dû en faire plus. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Chloé. Ne demande pas à papa. Demande à maman. Je l'ai montré à tante Hélène. Elle l'a lu et a secoué la tête. Ta sœur en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Tout le monde en sait plus que moi. Un rire amer m'est monté à la gorge. Je suis la seule à ne pas savoir que mon propre historique médical m'était caché. J'ai quitté la maison de tante Hélène avec plus de questions que de réponses et j'ai conduit sans but pendant un moment, essayant juste de tout digérer.
Finalement, je me suis retrouvée sur le parking de l'hôpital où j'étais née, où j'avais eu d'innombrables rendez-vous d'enfance, où apparemment j'avais passé du temps en tant qu'adolescente dont je ne me souvenais même pas correctement. Je suis restée assise dans ma voiture à regarder le bâtiment. Quelque part là-dedans, il y avait des dossiers sur moi. Des dossiers que quelqu'un avait modifiés, supprimés ou cachés. Des dossiers qui pourraient expliquer pourquoi mes parents avaient fait les choix qu'ils avaient faits. Mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais une petite partie de moi espérait encore qu'elle aurait une explication raisonnable. Léna. Sa voix était tendue par la panique. Où es-tu? S'il te plaît, tu dois rentrer à la maison. On doit parler. Je ne rentre pas. Ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter au téléphone. Alors, je suppose qu'on ne discute pas. J'étais surprise de la fermeté de ma voix. Tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. C'est ça le problème, maman. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Des choses que vous m'avez délibérément cachées. Des choses que toi et papa avaient décidé que je n'avais pas le droit de savoir. Silence, puis doucement. À qui as-tu parlé? Est-ce que ça a de l'importance? Hélène, pas une question, une accusation. Elle t'a dit, elle m'en a dit assez. Elle m'a dit que quand j'avais 14 ans, j'ai eu un diagnostic que vous avez ignoré, que vous avez utilisé l'argent destiné à mes soins pour payer l'école de musique de Chloé, que vous me mentez depuis des années. Ce n'est pas si simple, ça me semble assez simple. S'il te plaît, rentre juste à la maison pour qu'on puisse t'expliquer. Non, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois-ci ce n'était pas seulement les symptômes médicaux, c'était la rage, une rage pure et nette. Je suis sortie de ma voiture et je suis entrée dans l'hôpital. Le service des archives médicales était au 2e étage, après la cafétéria et à travers un labyrinthe de couloirs qui se ressemblaient tous. Je l'ai finalement trouvé, un petit bureau avec un comptoir et une femme d'âge moyen tapant sur un ordinateur. Je peux vous aider? J'ai besoin d'accéder à mes dossiers médicaux, des anciens de quand j'étais adolescente. Elle m'a fait remplir un formulaire, montrer ma carte d'identité, signer des autorisations. Puis, elle a disparu dans une arrière-salle pendant que je restais là, sous les néons, ayant l'impression d'être sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. Quand elle est revenue, elle avait l'air mal à l'aise. « Il y a un problème ?» ai-je demandé. « Eh bien, » a-t-elle dit en posant un mince dossier sur le comptoir. « Votre dossier est inhabituellement maigre pour quelqu'un de votre âge, et plusieurs sections sont marquées comme restreintes. » Restreinte comment? Restreinte dans le sens où seul un parent ou un tuteur légal peut y accéder. Mais ce sont mes dossiers, sur ma santé. Je comprends, mais ces restrictions ont été mises en place quand vous étiez mineur. Vous avez plus de 18 ans maintenant, mais les alertes sont toujours actives dans le système. Elle a ouvert le dossier, me montrant des pages qui étaient presque entièrement caviardées. Des barres noires couvraient pas la majeure partie du texte. Je peux demander à les faire lever, mais cela nécessite l'autorisation de la personne qui a mis les restrictions en place à l'origine. Mes parents, très probablement, oui. J'ai fixé les pages censurées, mon propre historique médical caché derrière des barres noires et des codes de dérogation parentale. Pouvez-vous au moins me dire quelles années ces restrictions couvrent? Elle a vérifié son ordinateur. De 12 à 16 ans. 4 ans. Le même trou que le médecin de la maison de garde avait remarqué. C'est très inhabituel, a ajouté la réceptionniste, clairement mal à l'aise avec toute la situation. La plupart des parents ne restreignent pas l'accès aux dossiers médicaux de routine. Et l'historique des rendez-vous? Pouvez-vous me dire si j'ai eu des rendez-vous pendant ces années, même si vous ne pouvez pas me dire pourquoi? Elle a hésité, puis a tapé quelque chose. Ses sourcils se sont haussés. Oh oui, pas mal de rendez-vous en fait. Plusieurs spécialistes, neurologie certainement. Certains avec. Elle a plissé les yeux devant l'écran. On dirait un conseiller en génétique. Mon cœur s'est emballé. Un conseiller en génétique? Pourquoi aurais-je vu un conseiller en génétique? Je ne peux pas accéder aux notes. Je suis désolée. Et la pharmacie? Pouvez-vous voir quelles ordonnances ont été rédigées? Plus de frappes, plus de froncements de sourcils mal à l'aise. Plusieurs ordonnances ont été rédigées pendant cette période, mais elles ont toutes été annulées ou jamais exécutées. Toutes? D'après ceci, oui, quelqu'un avec un accès au portail parental les a marquées comme refusées par le patient, ou la famille a demandé un traitement alternatif, mais je n'ai rien refusé. Je ne savais même pas que j'avais besoin de traitement.
Pouvez-vous me dire pourquoi étaient ces ordonnances? Je ne peux pas voir les médicaments spécifiques. Ces détails sont derrière la restriction. J'ai sorti mon flacon d'ordonnance actuelle. C'était ça? Est-ce que l'un d'eux était ce médicament? Elle a jeté un coup d'œil à l'étiquette, puis à son écran. N'a pas vraiment croisé mon regard. Je ne peux vraiment pas le dire. Ce qui signifiait oui, ce qui signifiait qu'il y a des années, des médecins avaient essayé de me prescrire exactement ce que je prenais maintenant et que quelqu'un m'avait empêché de l'obtenir. J'ai quitté l'hôpital dans un état second et j'ai appelé le cabinet du neurologue depuis ma voiture. Il pouvait me voir demain à 9 heures si j'étais prête à venir pour un créneau d'annulation. J'ai dit oui immédiatement. Puis je suis juste restée assise là, essayant de rassembler les fragments d'informations que j'avais recueillis, les dossiers manquants, les ordonnances d'annuler, le conseiller en génétique, les années de silence et de mensonges. Mon téléphone a vibré. Le nom du pharmacien est apparu sur l'écran. Je lui avais donné mon numéro quand j'avais récupéré l'ordonnance. Mademoiselle Patterson, c'est David de la pharmacie du centre. J'ai des informations préoccupantes concernant votre médicament que je pense que vous devriez connaître. D'accord. En préparant votre ordonnance, j'ai fait une vérification de routine dans notre système. Votre médicament vous a été prescrit une fois auparavant, il y a environ 8 ans, dans notre pharmacie affiliée. Il y a 8 ans, j'aurais eu 14 ans. Les notes dans notre système indiquent qu'il y avait un avertissement urgent attaché à cette ordonnance. Quelque chose sur une classification de risque critique, mais quand j'ai vérifié votre dossier actuel, votre niveau de risque est marqué comme faible. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? C'est ce qui m'a inquiétée. Alors, j'ai creusé un peu. Quelqu'un avec un accès au portail a changé votre classification de risque la semaine dernière. L'a fait passer de critique à faible. Ce n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. Le parking a semblé basculer. Quelqu'un a délibérément déclassé la gravité de mon état. Je ne peux pas spéculer sur l'intention. Mais oui, la classification a été changée. Et à cause de ce changement, votre ordonnance actuelle n'a pas été signalée comme urgente lorsque vos parents ont récupéré le. Il a fait une pause. Attendez, vous avez dit que vos parents ne l'avaient pas récupéré? Ils ne sont jamais allés à la pharmacie. Oh. Oh non, mademoiselle Patterson. Quand quelqu'un avec un accès au portail change une classification de risque et ne récupère ensuite pas un médicament critique, cela soulève de sérieuses alertes. Je pense que vous devez documenter cela. Cela pourrait être de la négligence médicale. Négligence médicale. Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée. Qui a changé ma classification? Le journal d'accès montre que cela a été fait depuis le compte portail de votre père. Je ne me souviens pas d'être rentrée à la fac. 1 minute. J'étais sur le parking de l'hôpital. La suivante, j'étais assise dans ma chambre d'étudiante, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Je me suis connectée à mon portail patient, quelque chose que je n'avais presque jamais utilisé, car mes parents s'occupaient toujours des questions médicales pour moi. J'ai créé un nouveau mot de passe car j'avais oublié l'ancien. J'ai attendu l'email de vérification. Quand j'ai finalement réussi à entrer, je suis allée directement au journal d'activité. Le compte de mon père avait accédé à mon dossier 6 fois au cours du dernier mois. Chaque fois, il avait apporté des modifications, supprimé des alertes, déclassé les marqueurs d'urgence, modifié les notes de symptômes que j'avais saisies. Une entrée montrait qu'il avait en fait changé mes symptômes déclarés de sévères et s'aggravant à légers et intermittents. Il avait littéralement réécrit mon historique médical pour me faire paraître moins malade que je ne l'étais. Un souvenir a refait surface, net et clair cette fois. J'avais peut-être 15 ans, assise au bord d'un lit d'hôpital. Une femme médecin, aux yeux bienveillants, parlait à mes parents dans le couloir. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je pouvais voir le visage de mon père, en colère, sur la défensive. Ma mère pleurait. Puis mon père est revenu et a dit « Habille-toi, on s'en va ». Le médecin ne sait pas de quoi elle parle. Nous sommes partis. Je ne me souviens pas y être jamais retournée, mais j'ai dû le faire car mes dossiers indiquèrent que j'avais eu plusieurs rendez-vous l'année suivante. Des rendez-vous dont je n'ai presque aucun souvenir. Que m'avait-il caché d'autre? De quoi d'autre m'avait-il convaincu que ça n'était pas arrivé? Mon téléphone a de nouveau sonné. « Maman », j'ai répondu cette fois, mais je n'ai pas parlé. Léna, sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré. « S'il te plaît, on doit se parler en personne. Il y a des choses que tu dois comprendre. » Je comprends beaucoup de choses. Je comprends que toi et papa me mentez depuis des années. Que vous avez utilisé l'argent destiné à mes soins pour Chloé.
que papa a accédé à mes dossiers médicaux et les a modifiés pour me faire paraître moins malade. Silence. Assez long pour que je pense qu'elle avait raccroché. Comment l'as-tu découvert? A-t-elle finalement murmuré. Est-ce que ça a de l'importance? C'est vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas. C'est plus compliqué que ça. Essaie-moi. J'ai le temps. Pas au téléphone. S'il te plaît, rentre à la maison. Pourquoi? Pour que vous puissiez me manipuler en personne. Pour que je puisse expliquer pourquoi nous avons fait les choix que nous avons faits. Tu veux dire pourquoi vous avez choisi Chloé plutôt que moi? Pourquoi vous avez joué avec ma santé? Pour qu'elle puisse avoir des leçons de musique? Ce n'est pas. Sa voix s'est brisée. Léna, il y a des choses sur notre famille que tu ne sais pas. Des choses médicales. Des choses dont nous essayons de te protéger. Ça m'a arrêtée. Quelle chose médicale? Je ne peux pas. Pas comme ça. S'il te plaît, rentre juste à la maison ou laisse-moi venir à toi, mais on ne peut pas parler de ça au téléphone. Donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais croire quoi que ce soit de ce que tu dis. Parce que je suis ta mère, et malgré ce que tu penses en ce moment, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Drôle de façon de le montrer. J'ai raccroché, mais ces mots me sont restés. Des choses médicales sur notre famille, des choses dont ils essayaient de me protéger. J'ai pensé au conseiller en génétique, à la façon dont la réceptionniste de l'hôpital avait eu l'air mal à l'aise en voyant mon dossier, à l'urgence dans la voix de ce médecin du campus. Qu'est-ce que j'avais exactement? Qu'est-ce que j'avais toujours eu que personne ne voulait nommer? J'ai envoyé un texto à Chloé. Que sais-tu sur mon état de santé? Elle n'a pas répondu pendant 10 minutes. Puis, je ne veux pas m'en mêler. Tu es déjà impliqué. Que voulais-tu dire tout à l'heure quand tu as dit de ne pas demander à papa? Une autre longue pause. Maman en sait plus que lui sur les tests. Sur ce qu'ils ont trouvé quand tu étais plus jeune. Quels tests? Qu'ont-ils trouvé? Je ne connais pas les détails. Je sais juste que c'est génétique. Et maman avait peur. Génétique? Comment ça? Je ne veux vraiment pas parler de ça. Chloé, je les ai entendus se disputer une fois quand tu étais à l'hôpital cette fois-là. Maman voulait tout te dire et papa disait que tu étais trop jeune et que ça ne ferait que t'effrayer et que peut-être que ça passerait en grandissant. Je ne vais pas guérir d'une maladie génétique en grandissant. Je sais. Je le sais maintenant, d'accord? Mais j'avais 12 ans et je ne comprenais pas de quoi il parlait, et je voulais juste que tout le monde arrête de crier. J'ai regardé mon téléphone et les textos paniqués de ma petite sœur, et j'ai senti quelque chose s'adoucir légèrement. Elle était une enfant, elle aussi. Elle avait été tenue dans l'ignorance presque autant que moi. De quoi d'autre te souviens-tu? Ai-je tapé? Juste qu'ils avaient peur. Vraiment peur. Et après ça, ils ont commencé à agir comme si tout allait bien, comme si rien n'allait mal. Et tu semblais aller bien. Alors, j'ai pensé que peut-être c'était bien. Ce n'est pas bien. Je sais. Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser aux maladies génétiques, aux diagnostics cachés, aux parents qui aiment leurs enfants mais qui ont fait des choix terribles. Quoi qu'il en soit, le cabinet du neurologue a appelé à 8 heures du matin. Est-ce que je pouvais venir plus tôt? Ils avaient eu une autre annulation et le médecin voulait me voir dès que possible. J'étais là à 8h30. La neurologue était une femme dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et des mains stables. Dr Sarah Martin, selon son badge. Elle a examiné mes dossiers, les actuels et ceux qu'elle avait pu récupérer de mon passé, pendant un long moment avant de parler. « Léna, a-t-elle finalement dit, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Que savez-vous de votre historique médical familial? » Apparemment rien. C'est pour ça que je suis là. Elle a affiché des images sur son ordinateur. Des scanners du cerveau. Des IRM, ai-je réalisé. Celles-ci datent de 5 ans. Saviez-vous que vous les aviez faites? J'ai fixé les images. Non. Et celle-ci date de la semaine dernière. Elle les a mises côte à côte. Même pour mon œil non averti, je pouvais voir la différence. Quelque chose dans la deuxième image qui n'était pas dans la première. Quelque chose qui avait l'air anormal. Qu'est-ce que c'est? Ma voix est sortie rauque. Ça, a dit doucement le docteur Martin, c'est de l'inflammation. Une inflammation neurologique progressive qui aurait dû être traitée il y a 5 ans, lors de sa première apparition. La pièce a semblé se rétrécir pour ne plus contenir que son visage, ses yeux stables, son expression prudente. « Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas traité ?» ai-je demandé. « Concentrons-nous sur votre traitement maintenant. » « Ce n'est pas une réponse, a-t-elle soupiré. Non traité,
Ce type d'inflammation peut causer des dommages permanents, des troubles de la fonction motrice, des problèmes sensoriels. Dans les cas graves, des crises d'épilepsie. Mon cas est-il grave? Vous vous en approchez. Encore quelques mois. Elle n'a pas terminé sa phrase. Pas besoin. Et il y a 5 ans, si j'avais été traitée, alors vous iriez bien. Aucun dommage durable. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un dernier espoir fragile que peut-être mes parents avaient juste fait une erreur. Que peut-être ils ne savaient pas à quel point c'était grave. Mais ils savaient. Ils avaient ces scanners. Ils ont vu ces images. Et ils ont choisi de ne rien faire. Il y a autre chose, a dit prudemment le docteur Martin. Le schéma d'inflammation que vous avez, il est cohérent avec un marqueur génétique, un qui est souvent présent dans les familles. Ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas un hasard. Ce qui veut dire que quelqu'un dans votre famille pourrait avoir la même maladie ou être porteur. Mes parents me l'auraient dit si. L'auraient-ils fait? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, sans méchanceté, et je n'avais pas de réponse à cela. J'étais assise dans le bureau du docteur Martin, fixant ses scanners du cerveau, et quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, juste une rupture silencieuse et irréversible. Je dois parler à ma mère, ai-je dit. Le docteur Martin m'a tendu sa carte de visite. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elena, commencez le traitement aujourd'hui. N'attendez pas une heure de plus. J'ai conduit jusqu'au lieu de travail de ma mère, un cabinet dentaire où elle travaillait comme réceptionniste. Je lui ai envoyé un texto depuis le parking. Sors maintenant. Elle est apparue 3 minutes plus tard, pâle et tremblante, son badge de travail toujours accroché à son gilet. Elle s'est dirigée vers ma voiture comme si elle s'approchait d'une bombe qui pourrait exploser. Je suis sortie, je suis restée là, les bras croisés, j'ai attendu. Léna, je ne... Ma voix était plate, morte. Dis-moi juste la vérité, toute la vérité. Elle a regardé autour du parking, vérifiant si quelqu'un pouvait nous entendre. Puis elle a attrapé mon poignet, pas brutalement, mais désespérément, et m'a tiré vers le côté du bâtiment où se trouvait l'ébène à ordures. Privé, caché. J'ai supplié ton père de ne pas le faire, a-t-elle murmuré. Ses yeux étaient déjà rouges, déjà remplis de larmes. Quand tu avais 14 ans et que le médecin a dit que tu avais besoin d'un traitement, je l'ai supplié. J'ai dit qu'on ne pouvait pas attendre, mais il a dit. Il a dit qu'on ne pouvait pas tout risquer pour quelque chose qui pourrait être grave, pourrait être. J'ai retiré mon poignet. Les scanners étaient là. Le diagnostic était clair. Il m'a convaincu que ça pouvait attendre, qu'on pouvait voir si ça empirait, que peut-être que ça passerait en grandissant. Elle pleurait maintenant. Le mascara coulait sur ses joues. Le médecin soupçonnait une maladie neurologique dégénérative. Le traitement était cher. Cher à long terme. Et ton père a dit « Laisse-moi deviner. L'école de musique de Chloé était plus importante. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Nous avions l'argent. Nous l'avions. Mais ton père l'a investi. Il a dit que c'était pour notre avenir à tous. Une opportunité commerciale à ne pas manquer. Et puis ça a échoué. Tout est parti. Alors ils avaient joué ma santé sur un coup commercial et avaient perdu. Au moment où tu t'es de nouveau évanouie, a poursuivi ma mère, sa voix se brisant, nous avions trop honte de te le dire. Trop honte d'admettre que nous avions attendu, que nous avions fait le mauvais choix. Honte. J'ai ri, mais c'est sorti bizarrement. Creux. Vous aviez honte. Alors vous avez juste... Quoi? Fait comme si ça n'était jamais arrivé. Ton père a accédé à tes dossiers médicaux. Il a changé des choses, l'a fait paraître moins grave pour que les médecins ne poussent pas à faire des tests coûteux. Il pensait que si on pouvait juste te garder stable jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme, jusqu'à ce que tu aies ta propre assurance, jusqu'à ce que ça devienne mon problème au lieu du vôtre. Elle n'a pas nié. J'ai pensé à Chloé, à son école de musique, à ses compétitions, à son nouveau téléphone. Est-ce que Chloé est au courant de tout ça? Elle nous a entendus nous disputer il y a des années. Elle sait que tu avais une maladie que nous n'avons pas traitée. Elle a terriblement peur que tu le découvres et que tu la blâmes. Je ne la blâme pas. C'était une enfant. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée. Cette femme qui avait préparé mes déjeuners, tressé mes cheveux et m'avait bordé le soir. Je te blâme, toi. Et papa, vous aviez le choix. Chaque jour pendant des années, vous aviez le choix. S'il te plaît, ne pars pas. Elle a de nouveau tendu la main vers moi. On peut arranger ça. On paiera tout maintenant. Tout ce dont tu as besoin. Vous ne pouvez pas réparer 10 ans de silence. J'ai reculé. Vous ne pouvez pas réparer mon cerveau.
Vous ne pouvez pas me rendre les années où j'aurais pu être en bonne santé. Léna, non. Je me suis tournée vers ma voiture. Vous l'avez choisie à chaque fois. Chaque fois. Et maintenant, je me choisis, moi. Je suis partie en voiture alors qu'elle se tenait là, pleurant sur le parking. J'étais presque de retour à la fac quand Chloé a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussée à décrocher. Léna. Sa voix était faible, effrayée. Maman vient de m'appeler. Elle est vraiment bouleversée. Tant mieux. Ne pars pas, s'il te plaît. On peut arranger ça en famille. J'ai mis la voiture au point mort. J'ai fermé les yeux. Chloé, savais-tu que j'étais malade quand on était plus jeune? Silence. Chloé? Je les ai entendus se disputer une nuit, a-t-elle murmuré. Tu étais à l'hôpital? Papa criait sur maman qu'il ne pouvait pas se permettre à la fois ton traitement et mon école. Et maman pleurait en disant qu'il devait trouver un moyen. Et puis papa a dit... Sa voix s'est brisée. Il a dit que te garder calme était mieux que de t'effrayer avec un diagnostic que tu ne pouvais pas comprendre. Et tu étais d'accord avec lui. J'avais 12 ans. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. Mais tu le sais maintenant. Tu le sais depuis des années et tu n'as rien dit. J'avais peur. Elle pleurait maintenant. J'avais peur que tu me détestes. Que tu me blâmes pour leur choix. Que tout s'effondre. Tout est en train de s'effondrer. Chloé, ça s'effondre depuis des années. On a juste fait comme si de rien n'était. S'il te plaît, ne me déteste pas. Je voulais la détester. Ce serait plus facile que ce fouillis compliqué d'amour, de colère et de chagrin. Mais c'était ma sœur, et elle avait été une enfant prise dans le même filet de mensonges que moi. Je ne te déteste pas, ai-je finalement dit. Mais je ne peux être avec aucun de vous en ce moment. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et un message vocal de mon père. Je l'ai écouté en prenant mes médicaments. Les médicaments que j'aurais dû prendre depuis des années. Léna, écoute. Ne parle à personne des tests. On peut régler ça en privé. Les affaires de famille restent en famille. Rappelle-moi. Je l'ai effacé. Le bureau du docteur Martin a appelé à 9 heures. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Vos résultats de laboratoire sont arrivés et le médecin veut en discuter avec vous immédiatement. J'étais là à 10 heures. L'expression du docteur Martin quand je suis entrée dans son bureau m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ça allait être mauvais. Elle a affiché 2 scanners IRM sur son écran d'ordinateur. L'un étiqueté il y a 5 ans et l'autre la semaine dernière. Même moi, je pouvais voir la différence. Le scanner le plus récent montrait des ombres qui n'étaient pas dans l'ancien, des motifs qui semblaient anormaux. Léna, a-t-elle dit doucement, vous auriez dû être traitée à l'époque. La progression est significative. Je le savais déjà, mais l'entendre énoncer si clairement, si définitivement, a fait s'effondrer quelque chose en moi. Vous avez un trouble inflammatoire neurologique progressif, à un stade précoce. C'est traitable, mais le retard de traitement a compliqué les choses. Compliqué comment? Ma voix semblait distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les risques à long terme incluent des retards moteurs partiels, des évanouissements récurrents, des dommages nerveux potentiels. Elle a fait une pause. La plupart de ces problèmes auraient pu être évités si vous aviez commencé le traitement il y a 5 ans. Je me suis effondrée dans le fauteuil. Mes mains tremblaient. Est-ce ma faute de ne pas avoir insisté davantage? De ne pas? Non. Sa voix était ferme, tranchante. Vous étiez une enfant. Vous avez fait confiance aux adultes de votre vie pour vous protéger. Ce n'est pas votre faute. Mais je me sentais coupable. J'avais l'impression que j'aurais dû savoir, que j'aurais dû me battre plus fort, que j'aurais dû exiger des réponses au lieu d'accepter leur démenti. Nous allons commencer un traitement agressif immédiatement, a poursuivi le docteur Martin. Médicaments 2 fois par jour, suivi hebdomadaire, et vous devez éviter le stress et le surmenage. Elle m'a regardé attentivement. Y a-t-il quelqu'un qui peut vous soutenir pendant cette épreuve? Famille, amis? J'ai pensé à mes parents, à Chloé, au fait que les personnes qui auraient dû être mon système de soutien étaient celles qui avaient causé tout cela. Je trouverai une solution, ai-je murmuré. Après le rendez-vous, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking et j'ai pleuré. Pas les pleurs de colère d'avant, juste des sanglots épuisés, remplis de chagrin, qui venaient d'un endroit profond et brisé en moi. Une femme âgée a tapoté à ma fenêtre. J'ai levé les yeux, embarrassée, et elle m'a fait signe de la baisser. « Ça va, ma petite »
Je vous remercie. Elle m'a tendu un mouchoir par la fenêtre. Je vous ai vu sortir de la neurologie. J'avais aussi mon rendez-vous aujourd'hui. Elle a souri tristement. La famille ne signifie pas toujours qu'il vous protège, ma petite. Parfois, nous devons nous protéger nous-mêmes. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel diagnostic. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, il y avait 7 appels manqués de mon père et un long message vocal. Je l'ai écouté. Léna, tu dois arrêter de parler au médecin des affaires de famille. C'est entre nous. Nous nous occuperons des factures médicales. Nous nous occuperons de tout, mais tu dois arrêter de nous faire passer pour des monstres. Rappelle-moi, nous devons en discuter en privé. Je lui ai répondu par texto. Tu n'as plus rien à décider concernant ma santé. Sa réponse a été immédiate. Tu es dramatique. C'est exactement pour ça qu'on ne t'a rien dit. Tu réagis de manière excessive. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Puis j'ai bloqué son numéro. Mon téléphone a de nouveau sonné. Tante Hélène. J'ai entendu parler du rendez-vous, a-t-elle dit. Comment vas-tu? Honnêtement, je ne sais pas. Ta mère m'a appelée. Elle est dévastée. Tant mieux. Léna, elle a eu des années pour être dévastée, Hélène. Des années pour me dire la vérité. Des années pour se battre pour moi. Elle a choisi de ne pas le faire. Silence. Puis tu as raison. Tu as absolument raison. Je voulais juste que tu saches qu'elle t'aime. Elle aime juste mal parfois. Ce n'est pas suffisant. Je sais. Après avoir raccroché, j'ai pris ma première dose de médicaments et j'ai pensé à toutes les doses que j'aurais dû prendre au fil des ans. Tous les rendez-vous chez le médecin que j'aurais dû avoir. Tout le suivi qui n'a jamais eu lieu. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de tante Hélène. Je dois te dire quelque chose à propos de ton père. À propos de l'année où tu t'es évanouie pour la première fois. Ce n'était pas seulement une question d'argent, Léna. L'histoire est plus compliquée. Appelle-moi quand tu seras prête. Mes mains se sont remises à trembler, mais cette fois de peur. J'ai conduit jusqu'à la maison de tante Hélène ce soir-là. Elle a ouvert la porte avec les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « J'aurais dû te dire ça il y a des années », a-t-elle dit. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Elle a fait du thé que nous n'avons ni l'une ni l'autre bu. « L'année où tu t'es effondrée pour la première fois », a-t-elle commencé. Ton père avait de graves problèmes financiers, des dettes de jeu. Il l'avait caché à tout le monde, même à ta mère. Quand tes factures médicales sont arrivées, il a paniqué. Du jeu, je n'avais jamais vu mon père jouer. Pas une seule fois. Poker en ligne, paris sportif. Ça a commencé petit, puis ça a dégénéré. Au moment où tu avais besoin de traitement, il devait plus de 50 000 € à des gens très peu recommandables. La pièce a légèrement tangué. Il a joué l'argent de mon traitement. Le fonds pour le traitement était le dernier actif liquide qu'il avait. S'il l'utilisait, la banque aurait saisi la maison. Nous aurions tout perdu. Elle m'a regardé avec une dévastation dans les yeux. Il a choisi la maison. Il a choisi de protéger son image. Il a choisi n'importe quoi, sauf toi. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui est venu à mes exposés de sciences, avait littéralement joué ma santé. Ta mère est restée silencieuse parce qu'elle était terrifiée. Si elle révélait la vérité, la famille s'effondrerait. La vie de Chloé changerait radicalement. Et elle s'est convaincue que peut-être tu irais bien sans traitement. Que peut-être les médecins avaient tort. Mais ils n'avaient pas tort. Non, ils n'avaient pas tort. Tante Hélène s'est levée et a sorti une vieille enveloppe d'un tiroir, me l'a tendue avec des mains tremblantes. Ceci est arrivé à la maison il y a 8 ans. Ton père l'a intercepté avant que ta mère ne puisse le voir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un spécialiste. Traitement immédiat recommandé pour la patiente Léna Patterson. Retarder davantage pourrait causer des dommages neurologiques à long terme. Veuillez contacter notre cabinet pour programmer le traitement dans les 72 heures. La date sur la lettre remontait à l'époque où j'avais 15 ans. Il a caché ça, ai-je dit d'un ton plat. Il a tout caché. Et il a dit à tout le monde, famille, amis, voisins, que tu exagérais, que tu étais trop dramatique, qu'il n'y avait rien de vraiment grave chez toi. La voix de tante Hélène tremblait de colère. Il a détruit ta crédibilité pour que personne ne prenne tes symptômes au sérieux. J'ai quitté la maison de tante Hélène dans un état second et j'ai conduit directement à l'école de Chloé. Elle était à une répétition en soirée. Je l'ai trouvée en coulisses en train de se maquiller. On doit parler. Elle a levé les yeux, a vu mon visage et est devenue blême. Qu'est-ce qui s'est passé? Étais-tu au courant des dettes de jeu de papa? Toute couleur a quitté son visage.
Comment tu... Alors, tu savais? J'ai découvert l'année dernière. J'ai vu des relevés de cartes de crédit. J'ai confronté maman à ce sujet. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Elle m'a supplié de ne pas te le dire. Elle a dit que ça te briserait. Me briser? Chloé. Leurs mensonges ont failli détruire mon cerveau. Je sais, elle pleurait maintenant. Je sais. D'accord. Je sais depuis des mois et je ne savais pas quoi faire et je suis tellement désolée. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était sèche, en colère. Je pourrais te poser la même question. Ta sœur a une représentation. Je m'en fiche. Je me suis tournée pour lui faire face complètement. Je sais pour le jeu, pour les dettes, pour la lettre du spécialiste que tu as cachée. Son visage est passé du rouge au blanc. Ce sont des affaires de famille privées. Privé? Tu as joué de l'argent destiné à me sauver la vie et tu appelles ça privé? Les gens commençaient à se rassembler. D'autres élèves, des parents, des professeurs. Baisse la voix, a sifflé mon père. Pourquoi? Tu as peur que les gens découvrent ce que tu as fait. Je tremblais, mais je m'en fichais. Tu as peur qu'ils sachent que tu as choisi le poker plutôt que la santé de ta fille. J'essayais de sauver notre famille. Tu essayais de te sauver toi-même. Ma voix a résonné dans les coulisses. Tu as joué mon avenir pour pouvoir couvrir tes erreurs. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu m'as laissé souffrir pendant des années. Tu as modifié mes dossiers médicaux. Tu as reçu des lettres de spécialistes. Tu as dit à tout le monde que j'étais dramatique pour qu'ils ne me croient pas quand je disais que quelque chose n'allait pas. Ma mère est apparue alors, l'air horrifié. Léna, s'il te plaît, pas ici. Mais j'en avais fini de protéger leur image. Fini de faire comme si tout allait bien. Je n'allais pas gaspiller de l'argent sur un peut-être, a soudainement crié mon père, alors que Chloé avait un vrai potentiel. La pièce entière est devenue silencieuse. Même la musique s'est arrêtée. Des dizaines de personnes se tenaient figées, nous regardant. Le regardant lui, l'homme qui venait d'admettre qu'il accordait plus de valeur au potentiel d'une fille qu'à la santé de l'autre. Ma mère a fait cet horrible bruit d'étouffement. Ses mains ont volé à sa bouche. Chloé a fondu en larmes et s'est enfuie par la porte de derrière, et j'ai senti le dernier fil qui me reliait à mon père se rompre comme une corde pourrie. J'espère que ça en valait la peine, ai-je dit doucement. J'espère que sa carrière musicale valait la peine de jouer ma vie. Je suis sortie sans regarder en arrière. Je me fichais des chuchotements, des regards, de la façon dont ma mère criait mon nom. J'en avais fini. Les retombées ont été immédiates. La nouvelle de la confrontation s'est répandue dans l'école de Chloé, puis dans le quartier, puis dans notre famille élargie. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'appelaient soudainement, m'envoyant des textos, me demandant si c'était vrai. Si mon père avait vraiment fait ce que tout le monde disait. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Qu'y avait-il à dire? Mon père est devenu de plus en plus défensif, en colère. J'ai appris par tante Hélène qu'il disait aux gens que je mentais, que j'exagérais, que je le faisais passer pour un méchant par dépit. Les mêmes mots qu'il avait utilisés pendant des années pour rejeter mes symptômes. Le docteur Martin m'a appelé pour mon suivi d'une semaine. Elle m'a assise avec une expression sérieuse. Je dois vous dire quelque chose. La négligence médicale que vous avez subie, les dossiers modifiés, les ordonnances interceptées, le traitement retardé, cela atteint un niveau qui devrait être signalé. Signalé à qui? Au conseil de l'hôpital. Peut-être au service de protection des adultes, même si vous avez plus de 18 ans maintenant. Le schéma de comportement suggère une négligence médicale systématique d'une mineure. J'ai pensé à mon père, au jeu, aux années de mensonges. Faites-le, ai-je dit. Elle a hoché lentement la tête. Cela pourrait devenir compliqué. Votre famille sera interrogée. Il pourrait y avoir des ramifications légales. Tant mieux. J'ai commencé une thérapie la semaine suivante, non seulement pour le traumatisme du diagnostic, mais pour tout, les années où j'ai été ignorée, le favoritisme, la prise de conscience que j'avais été systématiquement manipulée au sujet de ma propre santé. Ma thérapeute était une femme dans la quarantaine nommée Dr Renaud. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, son expression soigneusement neutre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Vous savez que ce n'était pas de votre faute, n'est-ce pas? Tout le monde n'arrête pas de dire ça. Parce que c'est vrai. Vous étiez une enfant. Vous avez fait confiance à vos parents pour vous protéger. Cette confiance n'était pas mal placée. Leurs actions l'étaient. Il m'a fallu 3 séances avant de pouvoir le dire à voix haute sans pleurer.
Mes parents ont choisi ma sœur plutôt que moi. Oui, a dit doucement le docteur Renaud. Ils l'ont fait. Et c'était mal. Chloé s'est présentée à mon appartement un soir. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais quelque chose dans la façon dont elle pleurait m'a fait ouvrir la porte. Elle m'a tendu un petit carnet. Son journal d'enfance. « Lis l'entrée de quand j'avais 12 ans », a-t-elle murmuré. J'ai tourné à la date qu'elle indiquait. L'écriture était désordonnée, enfantine. J'espère qu'un jour maman et papa l'aimeront comme ils m'aiment. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Léna est plus intelligente et plus gentille, et elle ne se plaint jamais, même quand elle est malade. J'aimerais pouvoir arranger ça, mais je ne suis qu'une enfant et personne n'écoute les enfants. J'ai levé les yeux vers ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait 17 ans, encore une enfant en somme, et elle portait cette culpabilité depuis des années. « Je suis désolée », a-t-elle sangloté. « Je suis tellement, tellement désolée. J'aurais dû faire quelque chose, dire quelque chose. J'aurais dû. » Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, pleurant dans mon épaule. « Tu étais une enfant », ai-je dit. « Ce n'était pas ta responsabilité. Mais je savais qu'il te traitait mal et je n'ai pas. »« Tu étais une enfant », ai-je répété fermement. C'était de leur faute, pas de la tienne. Nous sommes restées assises sur mon canapé pendant 1 heure pendant qu'elle pleurait. Je n'ai pas pleuré. Je crois que je n'avais plus de larmes. Ma mère a essayé de se faire pardonner. Elle a apporté des boîtes de reçus et de vieilles lettres. La preuve qu'elle s'était battue pour moi, du moins au début. La preuve qu'elle avait essayé de tenir tête à mon père avant d'abandonner. J'ai été faible, a-t-elle dit, assise dans mon appartement avec les yeux rouges. J'aurais dû être plus forte. J'aurais dû mieux te protéger. Je l'ai laissé me convaincre que nous faisions ce qu'il fallait. Tu n'as pas été faible. Tu as été complice. Elle a tressailli. Je sais. Je le sais maintenant. Et je suis tellement, tellement désolée. Je voulais lui pardonner. Une partie de moi lui pardonnait, mais le pardon ne signifiait pas l'oubli. Ne signifiait pas faire comme si ça n'était jamais arrivé. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit. Beaucoup de temps. Je comprends. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi de t'être battue pour toi-même, d'être plus forte que je ne l'ai été. Mon père a essayé de venir à mon appartement 2 fois. La première fois, je n'ai pas répondu à la porte. La seconde, je l'ai ouverte juste assez pour parler. « Tu dois retirer le signalement médical », a-t-il dit sans préambule. « Ça nous fait passer pour des monstres. Vous êtes des monstres. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Tu as joué l'argent de mon traitement. Tu as caché des lettres de spécialistes. Tu as modifié mes dossiers médicaux pour me faire paraître moins malade. Tu as dit à tout le monde que j'étais dramatique pour qu'ils ne me croient pas. » Je l'ai regardé dans les yeux. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui fait de son mieux. Ce sont les actions d'un lâche. Comment oses-tu? Tu as abandonné ta responsabilité de père bien avant que je ne t'abandonne comme fille. J'ai commencé à fermer la porte. Nous avons fini de parler ici, Léna. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, suis restée là à l'écouter frapper et appeler mon nom pendant 5 minutes avant qu'il ne parte enfin. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste libre. 3 semaines plus tard, le docteur Martin a appelé avec de bonnes nouvelles. Vos derniers scanners montrent une amélioration. L'inflammation répond au traitement. Vous êtes arrivée juste à temps, Léna. Juste à temps. Après des années à être en retard. Mais je prenais ce que je pouvais. J'ai signé un bail pour mon propre appartement près de la fac. Rien d'extraordinaire. Juste un petit 2 pièces avec une bonne luminosité et assez d'espace pour que je puisse respirer. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de contrôler mon propre avenir, ma propre santé, mes propres choix. J'ai installé ma station de médicaments sur le comptoir de la cuisine. Pilulier, bouteille d'eau, alarme sur mon téléphone. C'était ma routine maintenant, ma responsabilité, et je ne laisserai plus personne me l'enlever. Chloé m'a aidée à emménager. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous n'en avions pas besoin. Elle essayait. C'était suffisant pour l'instant. Ma mère est passée 1 fois, apportant des courses et des produits de nettoyage. Elle n'est pas restée longtemps. Elle m'a juste aidée à déballer la cuisine, m'a serrée dans ses bras avec précaution et est partie. Mon père n'est pas venu du tout. Je ne m'y attendais pas. Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau dans mon nouvel appartement. Le flacon de médicaments était posé à côté de mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Ils ont choisi de ne pas me sauver, alors je me suis choisie moi-même. Et cette fois, je ne m'en excuse pas.
J'ai éteint la lampe et je suis restée assise dans l'obscurité de mon nouveau chez-moi, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas le bonheur. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps, mais la paix. Et pour l'instant, c'était suffisant. Avez-vous déjà eu à choisir entre pardonner à votre famille et vous protéger? Et si vous l'avez fait, pensez-vous avoir fait le bon choix? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la vérité compliquée des liens familiaux.